Vous avez peut-être vu ça passer. Kanye West se serait affiché en faveur de Candace Owens, une personnalité conservatrice qui choque beaucoup aux États-Unis parce qu'elle sort du schéma traditionnel qui veut que les Noirs votent démocrate et que les républicains seraient racistes. Owens prône une prise de responsabilité individuelle et le travail contre l'attitude de victimisation de la communauté afro-américaine qui est alimentée par les démocrates. Et bon, Kanye West aurait dans la foulée réitéré son support à Donald Trump, jetant évidemment de l'huile sur le feu. Alors, je ne veux pas parler ici des motivations personnelles de Kanye West. Il y a évidemment des soupçons légitimes que c'est juste un coup de pub pour ses albums à venir. Et je ne veux pas non plus parler de la profondeur de ses opinions conservatrices ou sur la politique en général. Sincèrement, je m'en contrefous et j'ai jamais écouté un seul de ses albums. Alors bon. Non, je voulais parler ici d'une expression qui est sortie à quelques reprises dans la foulée des événements. Et j'entends ici l'expression « red pill ». D'ailleurs, Candace Owens, que West a vanté, est souvent appelée Red Pill Black. C'est son pseudonyme sur les réseaux sociaux. Alors, en premier lieu, le terme Red Pill vient de la Matrice. Vous savez, cette scène où Morpheus offre au personnage principal de prendre soit une pilule rouge pour sortir de l'illusion, voir le monde comme il est, ou soit de prendre une pilule bleue et de retourner dans l'illusion. C'est geek, je le sais, mais bon, Internet étant ce qu'il est, un terme geek peut en venir à s'imposer dans la culture et, en l'occurrence, Red Pill en est venu à s'imposer dans le débat politique, en tout cas aux États-Unis ou dans les débats de langue anglaise, en tout cas. Donc, simplement pour vous introduire ça, le phénomène Red Pill, grossièrement défini, c'est la prise de conscience des mécaniques liberticides à l'œuvre dans le champ gauche par des gens s'étant toujours revendiqués de gauche et la décision de quitter la gauche au profit du centre ou carrément de la droite. Bref, on parle de Red Pill Moment, des moments pilules rouges, ces événements qui ont bouleversé les convictions idéologiques des gauchistes au point de les faire renier leur famille idéologique. Et là, vous vous demanderez probablement, mais pourquoi tu tiens à nous parler de ça aujourd'hui? Est-ce que c'est si important? Et je vous répondrai que oui, c'est important. Pourquoi? Parce que ça se produit en masse actuellement. La gauche est moribonde et désertée, alors que le champ droit et les milieux conservateurs regarnissent leur rang de gauchistes repentis. Mais au-delà de la gauche aussi, être red-pilled, c'est surtout aussi sortir du paradigme ambiant. En l'occurrence, ici, le paradigme postmoderne. Parce qu'en fait, l'agenda postmoderniste de la gauche, qui vise la déconstruction systématique de la civilisation occidentale, considérée comme impérialiste, est désormais adopté par l'essentiel de l'establishment. Qu'on parle de déconstruire la famille traditionnelle au profit d'une soixantaine de genres et de sexualités différentes, ou simplement de déconstruire la notion de citoyenneté en refusant la protection de nos frontières et en faisant entrer des illégaux par milliers. Toutes les politiques actuelles sont marquées par ce délitement du fonctionnement normal de notre société. Alors, comme je l'ai expliqué dans mon dernier vidéo, extrême gauche comme néolibéraux participent à cette grande décadence. Et vous savez quoi? Les gens en ont plus que leur claque de ces conneries. Et ils deviennent conservateurs. C'est simple, ils réalisent qu'ils doivent actuellement protéger leur société et leur civilisation contre une décadence qui se fait passer pour du progressisme. Et ça crée cette dynamique intéressante où, en fait, ces individus Red Pill forment un groupe de un extrêmement hétéroclite et de deux qui ne se reconnaît plus tant dans l'establishment de gauche, qui s'est radicalisé, que dans l'establishment de droite, qui est vendu au néolibéralisme et se fout littéralement des sociétés qu'il dissout dans le processus. Alors, nous avons l'émergence de ce nouveau centre, en quelque sorte, qui défend la conservation des valeurs et des institutions nées de la modernité, telles que le libéralisme classique, le nationalisme civique, la famille nucléaire. Ce centre penche évidemment plus à droite parce qu'il vise la conservation de nos systèmes et proclame sa préférence pour la liberté aux dépens de l'égalitarisme intransigeant. Mais en soi, il est composé autant de sociodémocrates que de libertariens ultracapitalistes. En soi, je vous dirais que simplement, les gens ayant gobé la pilule rouge sont des modernes qui s'opposent aux postmodernes. Alors, si vous êtes de gauche classique, vous vous opposerez aux dérives actuelles de la gauche postmoderniste. Et si vous êtes conservateur traditionnel, vous vous opposerez aux néoconservateurs qui tentent de dissoudre les nations dans un grand marché mondial. Mais en soi, il faut le souligner, gober la pilule rouge est un exercice
extrêmement éprouvant. C'est une des choses les plus douloureuses à expérimenter d'un point de vue idéologique. Par exemple, sortir de la gauche, c'est comme sortir d'une religion. Et sortir d'une religion provoque les mêmes symptômes de sevrage qu'une addiction aux drogues. Bien qu'on éprouve une forme de gratitude et d'honneur à découvrir enfin la réalité après s'être fait tromper si longtemps, on se retrouve perdu, sans repère, complètement démoli dans nos convictions les plus profondes. S'ensuit donc, dans beaucoup de cas, des dépressions, des pertes de confiance, de sentiments de vide. Et tout ça est souvent empiré par les chocs d'idées que ça occasionne dans l'entourage proche d'une personne ayant eu cette prise de conscience. Systématiquement, les gens ayant passé par là évoquent la perte d'amitié, l'abandon par des proches, voire même des attaques extrêmement pernicieuses de la part d'anciens amis. Particulièrement dans le champ gauche, où les dynamiques sectaires sont plus intenses, la confrontation au dogme expose l'individu à un immense ostracisme. C'est simple d'ailleurs. Ce que les religieux détestent le plus, ce ne sont pas les religieux d'une autre confession. Ce sont les apostats, les hérétiques, parce qu'ils sont plus dangereux, parce que ce sont eux qui sont les plus habilités à critiquer le dogme, parce qu'ils le connaissent, ils ont été membres du groupe et connaissent ses défauts de l'interne. Donc, prendre la pilule rouge est extrêmement ardu parce que ça implique nécessairement une recomposition idéologique et sociale en regardant pour la première fois de l'extérieur le paradigme idéologique complètement aliénant dans lequel on était autrefois. On est d'abord un peu perdu et on a l'impression qu'on doit absolument tout réapprendre au risque de lire finalement les œuvres qu'on a toujours dénigrées. Prenez-moi par exemple, j'ai jamais cru m'affirmer un jour conservateur. Ça a pris du temps, ne serait-ce que d'accepter que je n'étais peut-être plus de gauche. Et puis, il y a ce symptôme du sauveur, vous savez, un peu comme l'homme sorti de la caverne aux ombres de Platon, là, qui souhaite retourner, libérer ses compagnons qui y sont encore. Souvent, on veut retourner dans le champ gauche et se battre pour lui faire entendre raison. On s'affirme de gauche classique, etc. Mais Platon le disait déjà très bien, celui qui retournerait dans la grotte et tenterait de sortir ses captifs serait probablement assassiné par ceux-ci, qui refuseraient de croire autre chose que ce qu'ils vivent depuis toujours. Bref, la pilule rouge, c'est vivre un deuil et abandonner des compagnons dans l'illusion. Ce qui ramène les individus d'un état de deuil et de désespoir, c'est l'éthique du travail à droite, qui manque tant au champ gauche d'ailleurs. Alors, quittant la gauche, qui est si solidaire, si communautaire, et qui est tissée serrée, on peut voir un vertige à rentrer dans le champ droit qui est si compétitif, si indifférent aux problèmes d'autrui. Mais après un certain moment, on finit par intégrer sa valorisation du travail et de la persévérance. On finit par prendre son destin à deux mains, reprendre courage, réaffirmer notre pertinence dans le débat politique. D'autant plus que nous avons ce sentiment intense de devoir qui réactive le révolutionnaire en nous. Et après un certain moment, le sentiment de solitude se transforme en sentiment de liberté, sentiment d'étrangeté en irrévérence, et les vagues à l'âme se font euphorie. Qui accepterait de retourner dans une caverne à observer des ombres alors qu'il peut jouir du monde entier éclairé par un soleil étincelant? Maintenant, sur une note un peu plus personnelle, quel a été mon moment Red Pill? En fait, si certains ont une prise de conscience extrêmement rapide et brutale, pour d'autres, le phénomène est beaucoup plus progressif. Je n'ai pas eu de moment Red Pill très défini. Ça aurait été un long processus en plusieurs étapes. Disons que le début de mes études en sciences politiques a bousculé beaucoup de mes conceptions. Mais l'élément qui m'a vraiment fait allumer et qui m'a mis en opposition avec la gauche en 2013-2014, ce fut en 2013-2014 avec le débat sur la Charte des valeurs. Ayant toujours été de gauche, d'un type plutôt révolutionnaire, j'avais toujours vu la gauche comme ennemie des superstitions et du culte. Pour moi, la laïcité était un principe éminemment de gauche et c'était la droite qui protégeait les religions. Et la tradition. Avec mon soutien pour la Charte des valeurs, c'était la première fois qu'on m'associait à la droite et qu'on m'accusait de xénophobie. J'ai bien essayé de me défendre mon point. J'étais encore un peu naïf. Je pensais que la gauche pouvait être raisonnée et pouvait renouer avec ses racines républicaines laïques. Peine perdue. Ensuite, à cause de ces débats, j'ai décidé d'en apprendre plus sur l'islam. Je me disais, étant l'opposé d'un xénophobe ouvert d'esprit, c'est de mon devoir d'en apprendre plus sur cette religion. Et vous savez quoi? Ça a pris seulement quelques jours pour réaliser que j'avais de gros problèmes avec le fonctionnement de cette religion. Mais on en discutait d'une manière innocente avec une professeure qui acquiesçait à mes réserves sans les trouver particulièrement étranges. Mais exprimées sur la place publique, ces réserves devenaient incendiaires.
Pour m'être informé sur l'islam, on a commencé à me traiter d'islamophobe. Et quand on me renvoyait à mon ignorance, je leur disais mais non, c'est parce que je l'ai étudié que je le critique. Ce à quoi on me répondait, c'est parce que le Coran se lit en arabe et tes traductions ne te permettent pas de bien comprendre. En bref, plus tu en apprends sur l'islam, plus on te dit que tu ne comprends rien. C'est comme ça que ça fonctionne, sans farce. Donc, évidemment, en 2014, il y a eu aussi la fondation de l'État islamique et la multiplication des attentats en Europe et aux États-Unis. L'ensemble du Moyen-Orient tombait dans le djihadisme et la réponse était accueillons plus de monde et aimons notre prochain. Écoutez, je nie pas les vertus de la paix, mais le monde avait besoin de leadership militaire de toute urgence et l'Occident s'est refusé à l'assumer, jusqu'à ce qu'éventuellement la Russie le fasse à notre place. Et bon, pour émettre ces idées-là, on m'a taxé de militarisme. Et c'est entre 2014 et 2016 que j'ai commencé un essai sur ce que j'appelle l'ensauvagement du monde. Je commençais vraiment à voir ce qu'il se passait, à réaliser que l'Occident était en train de se perdre dans des revendications à outrance et un refus d'assumer une quelconque forme de responsabilité face au chaos du monde. J'en suis venu à promouvoir une vision plus stricte et plus conservatrice de la société et de la politique pour pallier au délitement social actuel. À la sauvagerie actuelle, il fallait ramener la loi et l'ordre. J'espère finir une bonne fois pour tout cet essai. Quand il sera prêt, vous le saurez en temps et lieu. Pour finir, le dernier élément qui m'a fait avaler la pilule rouge fut l'élection de Donald Trump. Ça a démarré avec une opinion extrêmement défavorable à son égard. Je croyais qu'il ruinerait une bonne fois pour tout l'Occident, qu'il signerait son arrêt de mort. Mais plus la campagne a avancé, plus j'en suis venu à en avoir marre de la couverture médiatique complètement délirante à son endroit. D'autant plus qu'Hillary s'est mise à m'inquiéter sérieusement dans ses volontés belliqueuses contre la Russie. Et plus le temps avançait, plus j'ai réalisé qu'en fait, Trump mettait en application chacune des recommandations que j'émettais dans mon essai. Et il a été élu et, bon, vous connaissez la suite. Mais 2017 a été mon moment le plus éprouvant, le plus difficile, parce que je sentais très bien que toute position favorable à Trump me vaudrait l'opprobre populaire. C'est d'ailleurs encore le cas. Mais c'est là que j'ai décidé d'aller voir directement la scène politique américaine. Ce que j'ai découvert était une révélation. C'était tellement rafraîchissant de voir enfin des gens parler librement et ouvertement de ce qu'ils pensent, de les voir rire leur adversaire politique, de les voir utiliser la moquerie plutôt que la haine et la hargne, de voir toute cette vitalité qui réunissait tant de gens de droite que de gauche dans les électeurs de Trump. Et oui, vous avez bien entendu, Trump, en se battant contre l'establishment démocrate, autant contre l'establishment démocrate que républicain, et en se battant contre les empires médiatiques, est soutenu par des gens de toutes les allégeances et de toutes les couleurs. J'ai alors décidé, en 2018, de m'assumer, de me battre contre l'unanimisme, en tout cas en sol québécois, contre cette diabolisation ridicule de Trump. J'ai alors dit à mes amis, vous savez, la politique, c'est du gambling. On mise sur un candidat sans savoir exactement s'il va réussir ou s'il va nous combler. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire le pari le plus risqué politiquement, soutenir Trump. Mais vous savez quoi, les paris les plus risqués sont les plus payants. Et mon pari commence tout juste à payer. Donald Trump, prix Nobel de la paix. Si vous saviez à quel point est succulent le goût de la victoire. Enfin bref, au mois de janvier, j'ai créé une série vidéo qui explique plus en détail mon soutien à Trump. Je vais donc démarrer cette série sur Trump dans les jours à venir, étant donné que le temps est favorable. Ça risque de se revirer peut-être dans les prochaines semaines, je présume. Il y a tout le temps quelque chose qui vient ruiner ça. Donc, c'est pas scripté. J'ai un peu moins d'expérience devant la caméra, mais enfin, vous m'en direz des nouvelles. Et je vais continuer ces capsules en essayant le plus possible de parler de politique québécoise, même si la politique québécoise, bon, en tout cas, anyway, je vais essayer quand même.